Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Françoise Keepmans. Bonjour. Bonjour. Bourgmestre de Molenbeek, député fédéral. Alors aujourd'hui, c'est un jour de commémoration pour le génocide arménien à Bruxelles, mais aussi en Arménie. Didier Reynders n'y sera pas. C'est un geste politique ? Non, je ne pense pas, puisqu'il a annoncé hier au Parlement fédéral qu'il se rendra en Arménie le 27 avril. Là, comme représentant européen. Oui, mais en ce qui concerne la Belgique, il n'y a pas de difficulté, puisque hier, au Parlement, il a dit évidemment que la Belgique était tout à fait concernée par le génocide arménien et que son souhait, c'était de faire en sorte que les relations entre la Turquie et l'Arménie puissent se rétablir après tant d'années, et la Belgique souhaitait jouer un rôle moteur pour ce faire. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de reconnaître le génocide en tant que tel, de prononcer ce mot génocide ? Alors c'est une appellation juridique spécifique qui, en principe, doit être reconnue par des tribunaux internationaux. Plein de pays le font, l'Allemagne a décidé de le faire. Mais je pense que la Belgique le fera également, mais qu'elle choisit son tempo parce qu'elle veut véritablement jouer un rôle actif dans le rapprochement entre l'Arménie et la Turquie. Et nous sommes demandeurs à ce que justement les dossiers soient ouverts, que l'on puisse véritablement refaire l'histoire, enfin, du moins que toute la vérité soit faite par rapport à ce génocide. Et tout le monde considère que c'est un génocide, même vous le prononcez, oui, absolument. Même si la diplomatie belge aborde la question peut-être avec plus de prudence. Mais ça, c'est pas facile pour le grand public de s'y retrouver. Et puis alors, il y a des polémiques, comme il y a eu au Parlement bruxellois hier. Est-ce qu'on fait une minute ou pas ? Finalement, on a décidé de faire une minute pour plusieurs problématiques ce matin, tout mélangé. On n'a pas un manque de lisibilité pour le grand public. Il y a eu des morts, il faut le dénoncer. Oui, absolument. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas justement jouer de la surenchère par rapport à des drames humains. Et que faire une minute de silence. Dans cette histoire, de quoi est-ce qu'on a peur ? Je pense qu'il y a du positionnement politique, et donc il faut quand même garder beaucoup de respect par rapport à ce drame absolu qui a été vécu au début du siècle, et faire en sorte que justement on puisse le dépasser pour pouvoir véritablement aujourd'hui avoir des relations positives, reconnaître la vérité historique. Pour la population, il y a eu génocide, mais sur le plan diplomatique, cela prend généralement un peu plus de temps. Est-ce que vous appelez à une minute de silence au Parlement fédéral lors de la prochaine séance avec le terme génocide ? Je pense que ce serait une initiative tout à fait positive que les groupes politiques et le président du Parlement demandent cette minute de silence. Alors au Parlement, cette semaine, on a voté le fameux saut d'index. On en a parlé pendant longtemps. Vous avez applaudi, comme beaucoup d'autres membres de la majorité ? Mais disons qu'on a applaudi parce qu'enfin, après de longues discussions, tout un travail parlementaire, le texte a été voté. Mais le CDN ne l'a pas fait. Évidemment pas applaudir sur un saut d'index pour ce qu'il représente en termes de difficultés pour les travailleurs. Mais au-delà de cela, il faut quand même être de bonne foi. Ce saut d'index était absolument nécessaire pour relancer la compétitivité des entreprises. Mais on a l'impression qu'il puisse y avoir justement une relance économique, que l'on puisse créer des emplois. Mais on a l'impression que le gouvernement fédéral est resté complètement sourd à tous les appels des syndicats, à toutes les mobilisations qu'il y a eu. Mais je pense que le gouvernement n'a pas été sourd, au contraire, mais les syndicats ont aussi utilisé la rue pour pouvoir obtenir des fins non pas sociales, mais on avait le sentiment que c'était devenu plus un combat politicien, un combat de positionnement plutôt qu'un combat dans l'intérêt des travailleurs, et que finalement l'intérêt général, à savoir qu'il faut nécessairement créer de l'emploi, relancer l'économie, passait au second plan. Alors, au niveau de la sécurité, on a appris hier qu'on va renforcer de 18 millions d'euros le budget des unités spéciales d'intervention. Dans la même foulée, on avait appris il y a quelques jours que, par exemple, la ville de Bruxelles, qui demandait 16 millions d'euros en plus, elle va devoir se priver d'1 million pour assurer toutes ces missions de police. Est-ce qu'on est bien à l'écoute au niveau du fédéral de ce qui se passe à Bruxelles ? Alors moi, je ne veux pas rentrer dans la polémique
entre le ministre de l'Intérieur et le bourgmestre de la ville de Bruxelles. Il y a 15 millions qui ont été annoncés pour renforcer la sécurité, notamment dans la lutte contre le radicalisme. Et c'est vrai, des communes, notamment à Bruxelles, et une commune comme la mienne, Molenbeek, a besoin d'un soutien renforcé du fédéral pour pouvoir mener à bien ses missions. À cause du relèvement de la menace terroriste, eh bien, nous avons eu 200 000 € en plus de frais supplémentaires à charge de notre zone de police pour pouvoir faire face justement aux mesures de protection supplémentaires que nous devions prendre pour les bâtiments de la police, pour les policiers. Il y a des problèmes quand même dans votre commune pour l'instant. À un moment, on a entendu dire qu'il y avait plus d'attaques à main armée. Oui, absolument. On a constaté aussi qu'il y avait une augmentation qui pouvait être sensible dans certains quartiers des braquages et des cambriolages parce que la police, à juste titre, s'est protégée puisqu'elle était particulièrement visée. Et donc, vous savez, des petits malfrats ont bien senti que la police était moins présente. Donc, il y a eu donc avec l'augmentation de la vigilance, une augmentation, oui, et une recrudescence des vols. Donc, nous avons dû faire en sorte qu'il y ait plus de policiers, malgré tout, qui soient sur le terrain. Tout cela a un coût. C'est pour ça qu'il est essentiel, à mon sens, que le fédéral aide des communes comme la mienne dans sa lutte contre l'insécurité et contre le radicalisme. Alors, est-ce que Molenbeek est au bord de la faillite ? Absolument pas. Alors, Molenbeek connaît des difficultés financières importantes, et ce, je dirais, depuis 10 ans. Alors, il y a... les difficultés, elles s'expliquent pour différentes raisons. D'abord, pendant des années, et surtout à la fin de la législature précédente, on a engagé du personnel, mais sans le budgéter. Il y a eu aussi des irrécouvrables. Ça, le MR n'était pas d'accord ? Mais le fait qu'il n'était pas budgété, le MR ne le savait pas. Donc, il y a eu vraiment toute une série d'événements qui ont fait que, avec les années, eh bien, il y a eu un déficit qui s'est creusé et que les réserves financières de la commune n'ont plus permis d'avoir un budget en équilibre puisqu'elles se sont épuisées. Alors, on va vous poser une question de Twitter, une question posée par Joachim da Fonseca du PTB. Oui. Pourquoi le collège de Molenbeek refuse-t-il de fournir les documents sur les finances aux conseillers communaux ? Est-ce qu'il y a quelque chose à cacher ? Absolument pas. Et donc... Alors, il devait y avoir un conseil communal cette semaine, il a été annulé. Mais nous avons annulé le conseil communal puisque nous avons constaté... Donc, en 2012, vous allez fournir les documents ou pas aux conseils communaux ? Mais évidemment, mais il faut quand même se rendre compte que ce n'est qu'en préparant le budget de 2014 que nous nous sommes rendus compte des difficultés, parce que nous avons demandé au service un budget vérité et que les réserves financières de la commune étaient épuisées. C'est pour ça que pour le budget 2015, nous avons déjà demandé à la fin de l'année le soutien de la région bruxelloise pour pouvoir présenter ce budget. Nous avons demandé un plan d'accompagnement financier comme d'autres communes bruxelloises, je pense qu'elles sont au nombre de 11, l'ont demandé. Pour moi, cet accompagnement financier, c'est un acte tout à fait positif. Mais ce budget, il a dû être négocié avec la région, il a dû être préparé. Et ce n'est que il y a 10 jours que nous avons eu les dernières négociations, les derniers contacts avec la région pour pouvoir présenter ce budget. Ce budget a été avalisé au dernier collège et maintenant il va être présenté quand nous aurons l'accord du gouvernement de la région bruxelloise. Nous allons évidemment le présenter au conseil communal et début mai, nous allons faire une section réunie pour présenter les chiffres et pour avoir cette discussion. Mais nous ne pouvions pas fournir des documents de travail avant qu'ils ne soient avalisés par le collège. Aujourd'hui, ils sont avalisés et nous les transmettrons. Sur les causes du problème, est-ce que c'est la faute de Philippe Moureau, l'ancien bourgmestre de Molenbeek ? Je pense que ce n'est pas la faute d'un homme. Je dirais que, parce que vous étiez dans la majorité. C'est la faute d'une administration. Alors il faut savoir quand même que le bourgmestre, c'est le chef d'équipe dans toutes les communes. Et à Molenbeek-Saint-Jean, tout passait par le cabinet du bourgmestre. Nous avions une échevine des finances, mais le budget, il était réalisé au cabinet du bourgmestre. Mais ça passait en collège. Et puis, il passait en collège. Mais nous n'étions pas des techniciens que pour
pouvoir approcher toutes les arcanes de ce budget. Ouais, et je vous dis, par exemple, des irrécouvrables... Vous avez des conseillers, vous avez des gens qui analysent ça. Ne me dites pas que vous avez rien vu. Ah non, mais je peux vous dire qu'au niveau communal, on n'a pas des conseillers. Un conseiller communal n'est pas un parlementaire et les équipes des groupes politiques ne sont pas du tout les mêmes. Donc vous n'avez rien vu sur ce qui s'est passé? Si, la sonnette d'alarme a été tirée. Elle a été tirée à diverses reprises. Les Juifs des Finances a mis en exergue ces difficultés, mais nous avions des réserves financières importantes. Et donc vous n'étiez nous pas d'accord présentions avec Philippe toujours un budget en équilibre jusqu'aux dernières années où là, la situation a commencé à se dégrader de façon beaucoup plus précise. Donc vous n'étiez pas toujours d'accord avec Philippe Monron? On a eu des discussions, mais nous étions minoritaires au sein du club. Alors j'ai une question Twitter encore par rapport à vous, cette fois-ci du Parti Socialiste. Moi, si j'étais première échevine en total désaccord avec le bourgmestre, écrit Léla Egic, je quitterais le collège. C'est logique, pourquoi pas vous? Mais je vous dis, nous avons eu des discussions. On est une équipe, alors on peut avoir des désaccords, évidemment, et ça fait partie de la discussion. Nous avons marqué notre désaccord sur certaines politiques qui étaient menées dans l'ancienne majorité, mais on ne brise pas un collège pour des questions particulières. Il y avait un rapport de force qui faisait que, quoi qu'il en soit, le mouvement réformateur n'avait pas la possibilité de pouvoir infléchir certaines décisions. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et moi, je suis tout à fait sereine. Sereine par rapport à l'attitude que le MR a eue dans le passé, parce que nous n'avions pas, et c'est très important, nous n'avions pas connaissance de toutes les donnes. Donc évidemment, ce n'est que maintenant, en demandant, en établissant le budget, on a constaté les difficultés en 2014. On a demandé un accompagnement budgétaire pour le budget 2015. Et ce n'est que pour ce budget 2015 que tout a été mis sur la table. Donc vous n'avez pas de regret par rapport au passé, à votre travail dans la majorité? Absolument pas, absolument pas. Y compris les difficultés financières de la commune, mais aussi du CPS, de la lutte contre l'exclusion sociale, de Molenbeek Sport, où on a constaté que c'était une manière de travailler où notamment des irrécouvrables, c'est-à-dire des recettes qu'on a mises dans un budget mais qu'on n'obtient pas, n'apparaissaient pas par la suite. On disait oui, mais on ne les a pas cette année, on les aura l'année prochaine. Et ces irrécouvrables ont gonflé avec les années. Nous demandions des subsides qui n'arrivaient pas. Mais finalement, on ne se rendait pas compte que ces subsides n'étaient pas sur les comptes de la commune. Un budget pour les prochains mois, budget 2015 qui va arriver dans les prochains mois. Alors, un autre thème rapidement sur votre commune, parce qu'on arrive à la fin de cette interview. Réunion cet après-midi sur le retour possible du RWDM. Oui, absolument. Qu'est-ce que vous en attendez? Parce qu'à la première réunion, on n'avait pas été très satisfaisante. Mais la première réunion n'avait pas été satisfaisante parce que le RWDM est venu avec un projet, enfin, du moins les représentants du RWDM sont venus avec un budget qui était mal ficelé, qui était imprécis. Et donc, moi, vraiment, la commune, elle serait heureuse d'accueillir le RWDM, faire en sorte que le RWDM revienne au stade Edmond Mactenz. Mais ça doit se faire dans le cadre d'un projet crédible. Et c'est pour ça que nous les voyons cet après-midi. Oui, crédible financièrement, sur le plan sportif, mais c'est véritablement un souhait de la part de la commune. Mais nous devons avoir des interlocuteurs fiables et sérieux. Ce n'est pas le cas. Dans la première approche, le dossier qui nous a été rentré, pour nous, n'était pas satisfaisant. Alors, le White Star n'a pas... Est-ce que vous allez donner l'accès, si jamais il y a un accord, l'accès au terrain A, le terrain qui est occupé pour l'instant par le White Star? Moi, j'attends de voir le dossier qui va nous être remis. Il faut savoir... Mais vous n'êtes pas tenu par une exclusivité par le White Star? Non. Il faut savoir que le White Star, pendant cette année, il a rempli ses obligations en termes d'occupants. On a vraiment eu un bon gestionnaire à la différence du passé. Aujourd'hui, la commune, de par ses difficultés financières, ne peut pas se permettre d'être attentiste par rapport à une gestion qui serait hasardeuse. Nécessairement, ceux qui occupent le stade Edmond Mactenz doivent prendre les frais de gestion, d'entretien, les factures en charge. D'où votre vigilance sur l'aspect financier par rapport au projet du RWDM. Absolument. Parce que je ne voudrais pas que nous soyons mis dos au mur comme ce fut le cas par le passé. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Olivier Willox et Marie Nagy. Belle soirée et bel après-midi à tous.